8h33 sur RMC et BFM TV. Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin et surtout de nous éclairer sur l'état de la France au moment où on a une nouvelle première ministre, où on est presque entre deux temps. La première ministre est nommée, le gouvernement pas encore. Dans quel état vont-ils trouver la France? Vous êtes directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP, et vous avez surtout publié ce best-seller désormais, La France sous nos yeux, où vous observez les fractures françaises que vous aviez déjà décrites dans l'archipel français. Vous parlez d'une France fragile, le rapport à la démocratie, l'explosion des prix, la montée des inégalités, un cocktail explosif donc que vous analysez finement. Et je voudrais qu'on commence quand même par la question du rapport à la démocratie. Est-ce qu'on en attendait vraiment quelque chose de cette nomination de Premier ministre, ou est-ce que ça nous intéresse que nous, les journalistes ? Alors, je pense que l'essentiel pour les Français était quand même de désigner le président ou la présidente. C'est le syndrome que moi j'ai appelé « allez me chercher le patron ». Vous savez, on avait eu beaucoup d'abstention à toutes les élections locales, y compris les municipales, sous le dernier quinquennat. Et donc, on avait une vraie interrogation sur le taux de participation à l'élection présidentielle, qui, somme toute, a été assez honorable, puisqu'on a eu à peu près 3/4 de votants. Et il y a pas mal de démocraties occidentales qui aimerait avoir 3/4 de votants. Allez me chercher le patron. Mais c'est-à-dire que le patron, il est à l'Élysée, mais il est effectivement pas du tout à Matignon. Voilà. Et donc, je pense que sous le quinquennat précédent, la logique très présidentialiste de nos institutions était renforcée à la fois par la succession de crises et par la lecture assez jupitérienne des institutions telles qu'en l'a fait Emmanuel Macron. Souvenez-vous, au moment des déconfinements, les manchettes des journaux titraient « 67 millions de Français suspendus aux décisions d'un seul homme ». Les conseils de défense à l'Élysée, etc., etc. Et donc, pour les Français, ils ont accompli leur devoir, ils ont élu le patron. Et donc maintenant, on verra ce qu'il en sera pour les législatives. Mais en 2017, les législatives avaient été marquées par une très forte abstention. Donc, on attendait, bien sûr, c'est une indication, on attendait de savoir qui serait nommé Premier ministre, mais tous les Français ont bien compris que beaucoup de choses, et peut-être plus encore aujourd'hui qu'hier, se décideraient. Alors justement, on va revenir aussi sur tout ce qui se passe, y compris dans nos caddies, dans nos salaires, et puis de ce qui se passera aux législatives. Mais vous avez dit un mot, vous avez quand même dit Emmanuel Macron, c'est le pouvoir jupitérien. À ce même micro hier matin, un ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, disait attention quand même, il faudrait qu'Emmanuel Macron apprenne à partager le leadership. Et il le disait y compris en disant, sinon la menace, c'est que ce soit après lui le déluge. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un côté, alors que pour autant, on l'a bien compris, Emmanuel Macron, de toute façon, ne pourra pas se représenter puisqu'il aura fait 2 mandats. Il aurait tout intérêt à faire en sorte qu'autour de lui émergent des personnalités fortes à même de prendre le relais. Le choix d'Elisabeth Borne, c'est pas exactement celui-là. Hein. Non, alors, avant de penser déjà à la suite, c'est peut-être un travers des politiques. On se projette déjà en 2027. Mais il est en train de faire un peu de la popole, comme on dit, non ? Oui, mais il y a quand même ce quinquennat à réussir. Il a des grandes ambitions pour transformer le pays. Il a annoncé un agenda quand même très chargé avec cette mesure phare de la retraite à 65 ans. Et le choix de cette femme est Madame Borne comme Premier ministre. Donc c'est à la fois pour la politique politicienne, soi-disant un signal envoyé à la gauche. On a vu tout de suite. Quand vous dites soi-disant, c'est qu'en fait, elle n'est pas tellement de gauche. Vous voyez, Jean-Luc Mélenchon lui a dénié ce brevet de gauche en disant voilà, regardez ses états de service. Il suffit pas d'avoir servi dans des ministères dits de gauche pour être de gauche. Mais surtout, ce que je pense qui était recherché par Emmanuel Macron, c'est l'efficacité et la confiance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une courroie de transmission, une tour de contrôle à Matignon qui fonctionne et qui permette que les 5 ans de ce nouveau mandat soient des années utiles. Et je pense qu'Emmanuel Macron a plus à cœur, mais je ne suis pas dans sa tête, de réussir ce mandat et de cocher un certain nombre de cases sur sa feuille de route, plutôt que de préparer la suite. Alors, il a peut-être encore un peu de temps pour préparer cette Jérôme Fourquet, on est dans un moment où on n'arrête pas de prononcer le mot urgence. Il y a une guerre aux portes de l'Europe, il y a une urgence climatique, on le ressent évidemment aujourd'hui encore plus, avec la chaleur qui s'impose à nous tous, et puis il y a une urgence économique avec cette explosion de l'inflation, avec cette croissance atone. Urgence. Et en même temps, il prend le temps, le président. Il y a eu 3 semaines d'attente avant la nomination finalement d'Elisabeth Borne, qu'il avait déjà sous ses yeux, j'allais dire, ou sous ses fenêtres. Est-ce qu'on a le temps d'attendre ? Alors, mais c'est le risque. Il faudrait pas que cette idée de faux plat s'installe dans le pays. On a parlé d'une présidence immobile. Oui, alors
voilà, on est sur une chaîne d'infos, on continue, donc il faut que ça aille vite. On peut comprendre qu'il ait pris son temps. Maintenant, encore une fois, il faut sans doute que des signaux soient envoyés pour que le pays prenne conscience qu'il y a vraiment quelqu'un dans le cockpit et la tour de contrôle. Alors ça s'explique aussi peut-être par le fait que Emmanuel Macron souhaitait gagner du temps dans l'optique des législatives, qu'il savait être peut-être potentiellement plus compliqué que celle de 2017, avec quelque chose qui n'avait pas été anticipé ni par lui ni par personne. C'est le coup politique majeur qu'a réussi Jean-Luc Mélenchon en se portant candidat au poste de Premier ministre et puis en réussissant en 10 jours, en 13 jours, à fédérer ce qui reste de la gauche autour de lui. Et donc ça a sans doute un petit peu perturbé les plans. Emmanuel Macron, ce qui se dit, c'est qu'il a horreur d'agir sous la pression. Il a voulu sans doute prendre le temps de se dire, bon voilà, quel est le meilleur message que je puisse envoyer via cette nomination. Même si, encore une fois, ne surinterprétons pas cette notion de message, puisque c'est bien lui qui va fixer la politique et que beaucoup de choses sont, à mon avis, déjà cadrées dans l'état d'esprit des Français avec cette annonce de réforme des retraites pour porter l'âge de départ à 65 ans qui devrait intervenir à l'automne. C'est quand même un peu la clé de voûte d'énormément de choses et on voit que typiquement Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen attaquent sur ce sujet. Sur cette question de la réforme des retraites, on va y revenir dans un instant, mais justement on apprend dans le journal Le Parisien aujourd'hui, vous disiez la tour de contrôle ça reste quand même l'Élysée, que le directeur de cabinet de la Première ministre n'a pas été choisi par Elisabeth Borne elle-même, mais par Emmanuel Macron, qu'il avait d'ailleurs embauché avant même de choisir qui serait la Première ministre. Alors, je crois que ça s'est déjà fait comme ça. Et donc, on voit bien que là, on est sur une logique très présidentielle. Ça s'était fait comme ça pour Jean Castex. Hein. Voilà. Et je ne sais pas si Édouard Philippe avait eu voix au chapitre totalement sur le choix de son directeur de cabinet. Donc, il faudra voir aussi qui est le directeur de cabinet à l'Élysée. Pour l'instant, on dit qu'Alexis Kohler va rester. Voilà. Et donc là, on serait quand même sur la poursuite d'un équipage qui, pour Emmanuel Macron, a fait ses preuves, que lui connaît. Et c'est sans doute pour lui un gage de sécurité à la fois psychologique et d'efficacité dans l'accomplissement de ces réformes. Jérôme Fourquet, vous parliez de la question de la réforme des retraites. Elle a cristallisé en effet la question de l'opposition. C'est devenu le sujet majeur de campagne, y compris dans l'entre-deux tours. Pour autant, économiquement, certains économistes disent qu'il n'y a pas forcément urgence. Est-ce que ce n'est pas un risque politique quand même, dans ce contexte dont vous nous dites qu'il reste quand même inflammable, de mettre sur la table cette réforme des retraites et donc peut-être de lancer les Français dans la rue? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que pour les Français eux-mêmes, pas uniquement pour l'opposition, c'est un sujet majeur. C'est à peu près une des seules propositions qui est restée imprimée de cette campagne, premièrement. Deuxièmement, il faut se rappeler le contexte dans lequel Emmanuel Macron a fait cette annonce. Nous sommes 2 ou 3 semaines après le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine. Il y a un phénomène de ralliement légitimiste au président en exercice chez nous en France. On a appelé l'effet drapeau. L'effet drapeau, exactement. Et Emmanuel Macron, à ce moment-là, est entre 31 et 32% d'intention de vote au premier tour. Donc, il survole il est au top, complètement. Voilà. Il se dit, donc, je peux y aller. Et je peux engager cette annonce qui, on le sait, est assez impopulaire. Donc, maintenant, le coup est parti. On a vu qu'on avait essayé de rectifier un peu les choses. Au fur et à mesure, d'ailleurs, ça avait été vu. Alors, vous disiez, on est sur une chaîne info, mais l'avantage aussi, c'est qu'on voit les choses en temps réel. Et il y avait eu cette première journée de campagne d'entre-deux tours d'Emmanuel Macron, qui, pratiquement sur la journée, et on pouvait le voir visuellement dans le déplacement qu'on suivait en direct, a évolué, ou en tout cas a assoupli les contours de sa mesure au fur et à mesure où il était interpellé par tous les Français qu'il rencontrait sur le terrain. Voilà, alors c'était intéressant de voir que ce déplacement faisait suite donc au premier tour. Et donc la mesure à 65 ans était bien pensée pour s'adresser à l'électorat de droite qui était la cible prioritaire d'Emmanuel Macron pour le premier tour. Et ça avait très bien fonctionné puisqu'il a siphonné 38% de l'électorat filloniste qui a voté pour lui au premier tour, donc déshabillant complètement Valérie Pécresse. Et puis dans le deuxième tour, c'est une deuxième campagne, il faut parler à la gauche. Et donc on commence à essayer de rectifier un petit peu le tir sur cette question de la réforme des retraites. Vous vous souvenez aussi qu'il fait campagne dans l'entre-deux tours dans toute cette France du Nord-Est, où Marine Le Pen fait des scores très élevés, où la désindustrialisation a fait énormément de dégâts, et il choisit non pas d'aller chercher des déplacements en terrain conquis dans des zones qui lui sont très favorables, mais d'aller chercher bien justement cet électorat populaire, cet électorat qui le conteste. Et à son contact, on voit comment cette question de la réforme des retraites, cette question de la pénibilité au travail
sont quand même des sujets qui sont majeurs pour toute une partie de nos concitoyens. On écoute aussi ce que dit, par exemple, le patron de la CFDT, M. Berger, qui a indiqué qu'il ne faudrait pas compter sur la CFDT pour être dans une posture conciliante. Laurent Berger, qui sera un des acteurs évidemment essentiels de la question de la réforme et de la réforme des retraites. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans la rue? Est-ce que vos indicateurs très fins aussi de ce qui se passe en France, vous aviez beaucoup analysé ce qui s'était passé avec les Gilets jaunes, est-ce qu'il pourrait y avoir à nouveau à l'automne une contestation dans la rue? Alors, la météo sociale est encore plus difficile à analyser ou à décortiquer que la météo tout court, donc il faut être très prudent et modeste. Une fois qu'on a dit ça, vous évoquiez les Gilets jaunes. Vous vous souvenez que le prix au litre de carburant au moment du déclenchement de la crise, alors c'est une taxe additionnelle qui met le feu aux poudres, mais le niveau des prix à la pompe est en moyenne à 1,40 €. Aujourd'hui, il est à 1,80 €, 1,90 €, voire un peu plus dans certaines stations. Donc, sans jeu de mots, c'est extrêmement inflammable. On a parallèlement à cela, ce qui n'existait pas au moment de la crise des Gilets jaunes, vous l'avez indiqué tout à l'heure, une forte inflation qui est très clairement ressentie par tous nos concitoyens sur les produits de consommation les plus basiques et qui sont consommés les plus fréquemment. Parce que c'est comme ça aussi que l'opinion se construit, c'est quand il y a des gestes ou des comportements qui sont répétitifs, aller à la pompe, faire ses courses au supermarché, et on voit les produits qu'on achète régulièrement, qui explosent, littéralement. Augmenté, etc. Donc, il y a une tension qui est très forte, alors même que les Français ont entendu et ont ressenti les effets bénéfiques du « quoi qu'il en coûte » durant la crise Covid. Et il y a fort à parier que beaucoup vont dire « mais pourquoi on ne continue pas dans cette optique-là ? Pourquoi on ne prolonge pas ?» En fait, une fois qu'on a ouvert la boîte, en effet, du « quoi qu'il en coûte », c'est très difficile de la refermer. Voilà, alors même que les marges de manœuvre se restreignent, puisque il a été indiqué, par exemple, que les mesures prises sur les carburants et sur l'énergie avaient coûté plusieurs milliards sur quelques mois seulement. Et donc, s'il fallait pérenniser ces dispositifs, ce serait sans doute des budgets qui seraient tout à fait colossaux. Est-ce que les Français ont peur de l'avenir aujourd'hui ? Alors, une partie importante de nos concitoyens, et surtout, ils redoutent que demain soit pire qu'aujourd'hui, notamment en matière sociale. Quand on fait des enquêtes sur le rapport des Français à la retraite, notamment ceux qui travaillent et ceux qui ont un certain âge, eh bien, la retraite, c'est l'horizon de départ et c'est l'annonce d'une parenthèse relativement enchantée. Et donc, ça va être très compliqué de leur faire comprendre ou de leur faire accepter qu'on repousse l'horizon. Qu'on repousse cet horizon, alors même que l'emploi des seniors dans les entreprises n'a pas forcément énormément progressé ces dernières années. Donc, sur votre question initiale, est-ce qu'il risque d'avoir des tensions sociales ? On rappellera que sous le précédent quinquennat, on a déjà essayé de réformer les retraites. À l'époque, on était dans du systémique, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas de réforme sur l'âge de départ en tant que tel. Et cette réforme était partie dans le fossé avec 55 jours de grève en continu à la SNCF et à la RATP. Et donc, les derniers jours de grève, c'était éteint quelque part, faute de combattants, puisque au bout de 55 jours de grève, les caisses de grève et l'énergie des grévistes étaient à sec, mais aussi et surtout parce qu'il y avait eu les prémices du Covid. Et c'est ça qui éteint définitivement... Mais justement, le Covid étant derrière nous, cette colère, elle aurait tout loisir de s'exprimer. Moi, je pense qu'on est à peu près dans le même état que nous l'avons quitté à ce moment-là. Et donc, mettre la barre aussi haut en septembre, c'est un choix politique qui est extrêmement osé. Alors, il y aura déjà des premières indications dans quelques semaines maintenant avec les résultats des élections législatives. Et on verra notamment quelles sont les performances de cette fameuse NUPES, maintenant, ces candidats de gauche qui se sont rassemblés sur un agenda très social, augmentation du SMIC, diminution de l'âge de départ à la retraite, etc. Est-ce que les Français, au moment où on se parle, ont l'intention d'aller voter ? Alors, c'est très difficile à mesurer. Pour l'instant, il y a quand même une forme d'expectative. Et si on se base sur ce qui s'était passé en 2017, on avait une abstention très forte aux législatives, à plus de 50%. Nous, c'est plutôt le diagnostic ou le pronostic sur lequel on serait. Ensuite, il faudra voir si, notamment, la France insoumise et ses nouveaux alliés parviennent à mobiliser leur électorat. Parce que ce qui se passe habituellement, c'est qu'on a une surabstention dans les électorats dont les candidats ont été battus à la présidentielle
peu un espèce d'effet gueule de bois ou démobilisation. Est-ce que cette question justement de l'alternative, c'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que les électeurs de Marine Le Pen ont presque intégré désormais l'idée qu'en fait ils ne pourront jamais obtenir de réussir vraiment à percer ce plafond. Alors, notamment sur des législatives. Ils ne rentreront jamais, ils n'arriveront jamais au pouvoir. Est-ce que les électeurs de la France insoumise n'auront pas cette gueule de bois? Pas tout de suite, parce qu'elle a été un peu repoussée en effet par l'enthousiasme d'un Jean-Luc Mélenchon. Vous disiez, ça a été son succès extraordinaire de réussir à transformer cette défaite presque en victoire. Mais est-ce que ça n'est pas repoussé le moment de la gueule de bois? Parce que fondamentalement, peut-il vraiment devenir Premier ministre? Alors, on verra bien. Ensuite, il y a différents stades dans la gueule de bois. C'est-à-dire, aujourd'hui, la gauche, toute rassemblée, dispose d'une 60aine de députés à l'Assemblée. La majorité absolue, c'est 289 sièges. Donc, vous voyez qu'il y a un écart, et la marche est très haute. Mais on a toute une gradation derrière. Si Jean-Luc Mélenchon parvient à faire grimper le score des nombres de députés de gauche à 120, 150, c'est-à-dire multiplié par 2, voire 3, le nombre de députés, c'est une sacrée performance. Ce qui se joue, l'hypothèse la plus maximaliste, c'est mettre Emmanuel Macron en échec et avoir une majorité absolue à gauche. À l'heure où on se parle, c'est quand même pas l'hypothèse la plus probable. Maintenant, il y a Mais être une opposition très solide et très bruyante, enfin qui puisse vraiment exister, ça oui. Et récupérer le statut de premier parti d'opposition qui est aujourd'hui détenu par les Républicains, qui ont 101 députés, qui ne sont pas forcément en très bonne posture. Il faut rappeler à vos téléspectateurs que quand on est la première formation d'opposition à l'Assemblée, ça vous donne institutionnellement et techniquement un certain nombre de prérogatives. C'est par exemple de vos rangs que sera issu le président de la Commission des finances à l'Assemblée. Et donc c'est un scénario noir. C'est un contre-pouvoir solide. Pour les macronistes, dire on a un président de la Commission des finances qui est insoumis, ça change quand même foncièrement la donne. Vous avez voix au chapitre sur la fixation de l'agenda, sur la nomination de commissions d'enquête parlementaire, etc., etc. Et donc, tout l'enjeu pour Jean-Luc Mélenchon, c'est de maintenir un degré de mobilisation. Il le fait très bien de sa propre personne, c'est-à-dire qu'il se démultiplie partout. C'est sans doute pour ça qu'il a refusé ou l'a renoncé à être candidat lui-même. De s'enfermer dans une circonscription en disant je vais parcourir partout. Et on voit aussi sur le terrain que quasiment les seuls militants qui diffusent des tracts, font campagne, sont les militants de la France insoumise. Deux questions très immédiates, Jérôme Fourquet, sur l'hôpital et sur la question du burkini, parce que c'est deux questions qui sont importantes aujourd'hui dans la société. D'abord, sur le burkini, on a vu que ça avait mis le feu aux poudres, une nouvelle fois, cette décision d'Éric Piolle d'autoriser le burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Est-ce que l'autorisation du burkini, c'est quelque chose qui réconcilie les Français ou au contraire qui les divise? Alors, l'IFOP vient de réaliser une enquête pour Le Point qui montre que 75% des Français sont opposés à cette mesure. Là où les choses se compliquent, c'est que dans la même enquête, on a réalisé un échantillon de population qui se déclare de confession musulmane et qu'on a la même proportion, mais qui, elle, est favorable à cette mesure. Ça veut dire que les Français de confession musulmane sont à 75% favorables au port du burkini, contre 75% opposés dans l'ensemble des Français. Ça veut dire qu'il y a une grande opposition. Il y a une grande tension sur ces questions. Et le fait, alors on peut se dire comme souvent, tout ça c'est de l'instrumentalisation politique de la part de tel ou tel élu en mal de notoriété ou autre. Mais le fait que ça rencontre un tel écho dans le pays, c'est notre hypothèse, renvoie à l'idée qu'on est sur des sujets qui sont extrêmement clivants, extrêmement profonds et dont on ne sort jamais en fait. Parce que quand c'est pas le burkini, c'est les menus, etc., etc. Et donc on a On a deux France qui se tournent un peu le dos. Alors, en partie, et puis on a surtout une gauche qui, là, est extrêmement divisée. On rappellera que Éric Piolle donc, fait partie de l'aile gauche des Verts, celle qui a soutenu Sandrine Rousseau dans la primaire des Verts, celle qui était la plus allante à une alliance avec les mélenchonistes. Et ce même Jean-Luc Mélenchon a obtenu 69% des voix de l'électorat musulman au premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de clientélisme? Alors, chacun y verra l'analyse qu'il souhaite privilégier. Je pense que cet électorat qu'on appelle des cités populaires, il a voté à la fois pour des considérations sociales, le SMIC à 1 400 €, on a parlé de la retraite, un revenu pour les jeunes, mais aussi pour des questions identitaires, en disant le seul candidat qui a défendu les musulmans face à l'extrême droite, face au gouvernement sur la loi dite de séparatisme, c'était Jean-Luc Mélenchon. Et on voit bien que ces questions, qu'on le veuille ou non, reviennent, s'invitent dans le débat public et que sous couvert
de ne pas instrumentaliser tout ça. Une partie du personnel politique joue sur ces sujets. Un mot encore de l'hôpital, puisqu'on apprend aujourd'hui qu'à partir de ce soir, une partie des urgences de Bordeaux sera fermée. Et en réalité, ça touche quasiment tous les départements. C'est très emblématique à Bordeaux, mais ça se passe partout maintenant. Des urgences qui ferment la nuit, l'hôpital qui craque. Est-ce que ça, sans avoir l'air, c'est pas une des manières en fait de rendre la France faillible, inefficace et le sentiment des Français que la France n'est pas au rendez-vous? Alors oui, bien sûr, et on a vu comment les Français étaient derrière leurs soignants au moment de la crise du Covid, avec ces scènes d'applaudissements à 20h. On a vu aussi comment, en l'espace de 25 ou 30 ans, ce service public qui faisait la fierté des Français a été considérablement fragilisé. Et là où tout ça est très compliqué à gérer pour l'actuelle majorité et l'équipe gouvernementale, c'est que tout ça se passe alors même qu'il y a eu le Ségur de la santé, qui a eu un effort financier et salarial accordé aux soignants comme jamais on l'a accordé, et que pour autant, l'État étant, l'hôpital étant ce qu'il est, étant tellement dégradé que tout ça ne suffit pas. Et sans jeu de mots, c'est un peu une espèce de cautère sur une jambe de bois. Et donc, il va falloir faire beaucoup plus. On a beaucoup de soignants qui sont sortis exempts de cette crise Covid. Ils ont tenu pendant le Covid, ils craquent aujourd'hui. Ils sont en train de craquer aujourd'hui. Et c'est le signe d'une France, encore une fois, on l'a commencé cette interview sur ce mot, fragile. Merci Jérôme Fourquet pour votre regard, vos analyses. Et je rappelle le titre de votre livre que je recommande à tout le monde. C'est déjà un best-seller. La France sous nos yeux, c'est publié au Seuil, 8h54 sur RMC BFM TV.